Ashlan, à tous les dignes fils africains, meurtris à cause de leurs propres biens, à tous ceux qui de près ou de loin sont tombés ou qui souffrent parce qu'ils ont osé défendre ce qui leur revient, l'Afrique. La paix c'est maintenant ou jamais. Rosa Parks, Momo de la Fra. Moi, je crois que le combat il est très noble. On est tenu par les exigences horaires et donc on va accélérer les choses. Tu peux tenir ce papier pour moi s'il vous plaît. Voilà. Le dernier intervenant, tout le monde le connaît, un peu sobre dans la communauté ivoirienne, mais il joue un rôle très important auprès du président de la coordination des Ivoiriens. Lui, il va intervenir sur un sujet, l'Afrique face à l'évolution des nouvelles technologies et l'information, le cas exclusivement la Côte d'Ivoire. C'est un monsieur qui fait un travail énorme, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la société ivoirienne, ici en Angleterre. J'ai pris le temps de faire quelques petites recherches pour savoir ce monsieur éloquent, très éloquent d'ailleurs. Voilà, parce que j'ai pu côtoyer à la coordination, très éloquent, très rhétoricien. Et donc j'ai pris le temps de faire quelques petites recherches pour savoir ce monsieur dont la sobriété n'est pas égale. Je voudrais parler un peu de l'éducation, parce que chez nous, on obtient le BEPC quand on est en classe de 3e. Mais lui, il va faire le cours à la chose, il va faire l'entorse à la chose, il va obtenir son BEPC quand il est en classe de 4e. Vous imaginez? En classe de 4e, il obtient le BEPC. Ah, voilà, à l'époque, on lisait un livre qu'on appelle le Tini Benani, c'est ça? Vous l'avez lu aussi? Tini Benani, voilà. Bon, merci. En 4e, il obtient donc le BEPC. Et puis, il est lauréat du concours Houphouët-Boigny de mathématiques. En 1984, à la direction régionale de Mans, un lauréat mathématicien. C'est un Thalès, hein? Voilà. Il va obtenir ça. Il va donc obtenir baccalauréat série E. Le baccalauréat série E au lycée technique d'Abidjan en 1989. Il continue sur sa lancée. Il va donc prendre l'avion, se retrouver en Angleterre, en Europe. Et là, il obtient un bec d'ingénieur en électricité et électronique, South Bank University, que vous connaissez tous ici. Il a eu donc un master en communication et réseau informatique à South Bank University. C'est ce monsieur-là, chargé intellectuellement, que je vous demande de recevoir, mesdames et messieurs, Anatole Ibo. Merci JP, mais on ne sera plus amis. Je n'aime pas trop parler de moi. Merci. Alors, initialement, quand Maître Debessou m'a contacté pour exposer à ce forum, il m'a proposé un sujet qui était l'évolution des technologies et le défi que l'Afrique face à cette évolution est le cas de la téléphonie mobile. Alors après des séances de travail sous le parrainage scientifique du docteur J.C. Gréoué, il a fallu que je m'intègre dans le sujet central qui est la crise de la Côte d'Ivoire. Donc il fallait jongler entre thématique et interaction. Et donc vous allez peut-être m'excuser d'avance que ce soit un peu en dehors de l'ordinaire d'une présentation sur un sujet technique. Alors, parlons de la thématique. La communication, c'est quoi? Alors, j'ai essayé de chercher un peu Wikipédia, Larousse et faire une jonction de ce que les gens donnent comme définition. Alors, c'est
l'action de communiquer, d'établir une relation avec autrui, de transmettre quelque chose à quelqu'un. C'est Wikipédia. Larousse va plus loin. Elle peut aussi désigner l'ensemble des moyens techniques permettant la diffusion d'un message auprès d'une audience, plus ou moins vaste et hétérogène, ou l'action pour quelqu'un ou une organisation d'informer et de promouvoir son activité auprès d'autrui, d'entretenir son image par tout procédé médiatique. Fin de citation. Alors, ça m'interpelle donc en comment on peut définir la communication. Et pour revenir au thème qui est de ce que ça a été la communication pendant la crise, je me suis posé donc la réflexion, la problématique de comment définir donc la communication. Moi, je la définis en 3 volets. Elle peut se définir comme interpersonnelle, c'est-à-dire c'est fondé sur l'échange de personne à personne, ou l'expression vocale et non vocale définissent le message. Ou alors, elle peut être une communication de groupe, et c'est ce que le docteur JC m'a demandé de poser comme problématique, ce que nous avions en termes de communication pendant la crise. Alors, je pense pour ma part que nous avions une communication de groupe. Et je vais définir et je vais élaborer sur ça. La communication de groupe même qui provient de plus d'un émetteur. Celui qui s'adresse qui adresse un message, et donc qui provient d'un émetteur qui passe un message sur la compréhension en tenant compte de la culture propre du récepteur. Et donc ça, c'est la communication que je définis communication de groupe. On peut donner des exemples. Quand j'envoie un email pour informer la communauté, je le formule de sorte à ce que la communauté me comprenne. Si je parle à mes enfants, je formule de sorte à ce qu'ils rient. Donc c'est une communication de groupe. Mais pour nous, en Côte d'Ivoire, pendant la crise, il s'est malheureusement passé que nos spécialistes de la communication, de l'autre côté, ont fait une communication de groupe. À l'opposé, l'autre définition de la communication, c'est la communication des masses. Et c'est là où vous avez un émetteur qui s'adresse à un ensemble de récepteurs disponibles, et voire même plus ou moins bien ciblés. Et le communicateur, très souvent, répondant à des exigences d'une ligne directrice, peut à dessein vous désinformer ou manipuler l'information. Je crois qu'on a eu l'exposé de Grégory. Et il peut. Mais ça ne fait pas de lui le mauvais communicateur. Au contraire, ça fait de lui un expert en communication. Parce qu'on lui a donné une ligne directive. On lui a dit, va leur dire qu'ils sont bêtes, et il choisit les mots pour vous dire que vous êtes bête, sachant que vous n'êtes pas bête. Donc, ça ne fait pas de lui un mauvais communicateur, mais un excellent communicateur, mais malhonnête. Voilà. Et donc, face à ces deux possibilités de définition de communication, nous étions en face, alors pour ceux qui sont de la majorité présidentielle, je présume la majorité ici étant, nous étions en face de ceux qui utilisaient la communication de masse. Et nous avons choisi la communication de groupe. Alors, est-ce qu'elle était bonne, elle était mauvaise? Je crois que c'est subjectif. En ce sens que elle était mauvaise au départ, parce que l'adversaire s'était déjà signalé dès le départ. En 2001, il y a eu ce qu'on a appelé le charnier de Yopougon. Ils ont amassé des corps, ils sont allés déposer à Yopougon, mais dès qu'ils ont déposé,
ils ont tout de suite enclenché leur machine de communication de masse. Alors vous avez vu RFI, France 24, CNN même, aller sur les lieux et présenter. Alors, ces morts, on les a identifiés sans pièce d'identité comme des morts appartenant à leur camp, mais ces cadavres sont restés à la morgue pendant plus de 5 ans. Le gouvernement était obligé de prendre sur lui la responsabilité de les enterrer parce qu'aucun parent n'est venu réclamer. Bon. Mais c'est la communication de masse. Ils l'ont appris. Et donc, quand ils l'ont fait en 2001, c'était un signal fort pour nos communicateurs de savoir ce qu'on avait en face. De savoir que la communication de groupe que nous on choisit et qui passe donc même pas des faits divers, parfois à la télé ou pas, mais ce n'était pas cette communication, ou du moins cette forme de communication qu'il fallait face à l'adversaire. Parce que lui, il avait compris autre chose. Pour diriger un pays dans la mondialisation maintenant, dans ce qu'on appelle de façon générique la globalisation, pour diriger un pays, on n'a pas besoin que les ressortissants de ce pays t'aiment ou pas. Et lui, il a compris ça. Mais il nous a donné des signaux en 2001 déjà, quand il réunissait des corps pour vilipender le pouvoir. Mais nos communicateurs n'ont pas compris ça et ça nous a échappé et on est resté dans la communication de masse. Mais grâce à des intellectuels, je voudrais qu'on l'acclame, Sébastien Niaouré. Grâce à eux, quand tout était fait, on se débattait, c'est-à-dire vous égorgez un poulet pour mourir, il va se débattre. Quoi qu'il n'ait plus le réflexe de continuer la vie. Il se positionnait dans les médias, à France 24, partout, vous le voyez. Mais il défendait une cause perdue. Il fallait faire ça en amont. Ce travail-là, il fallait qu'on le fasse en amont. Mais bon, on parle maintenant à froid. On a tiré les leçons. Je pense que quand on reviendra, on saura ce qu'on va faire, n'est-ce pas, ignorer. Et donc, c'est pour dire que dans le fond, le mode de communication qu'on a choisi n'était pas bon. Alors, et donc, c'est pour la thématique. Bon, l'interactif. J'ai voulu imaginer un peu quelque chose parce que je me rappelle encore des débuts même des amis et frères qui fuyaient les atrocités et qui étaient en cachette. Et quand on communiquait, je lui disais tout le temps, arrête de m'appeler. Je vais trouver d'autres moyens pour te parler. Il dit non, ne t'inquiète pas. Quand je finis de t'appeler là, je change de puce. Et je disais, je priais les dieux de la technologie qu'ils ne se fassent pas rattraper. Parce que ce n'est pas une technique de changer de puce dans un même portable et puis croire qu'on ne peut pas te repérer. Voilà. Et donc, dans la phase interactive, j'ai quelques images. Si tu peux positionner voilà. Alors là, voilà. Cette image, juste pour caricaturer ce que c'est la communication avec l'avancée de la technologie moderne qu'on a aujourd'hui. Alors vous voyez sur les tablettes, vous voyez sur les portables, les télévisions, même les smart TV aujourd'hui, partout, vous pouvez faire de l'interactif en communication avec l'avancée de la nouvelle technologie. Mais pour développer plus, il faut aller donc sur la dernière page totalement où il y a le graphe. La dernière. Totalement dernière. Là. Voilà. Alors, regardez ce graphe. La technologie de l'information
le peuple le plus consommateur de cette technologie, c'est l'Afrique. C'est les Africains. Quand vous regardez le graphe, la ligne bleue, je n'ai pas positionné l'Europe et tout, mais la ligne bleue montre qu'en 2011, l'Afrique était déjà à près de 700 millions d'abonnés en téléphonie mobile. L'Europe, avec l'Angleterre, la France, l'Allemagne, tout ça, tout réuni, ils font à peine 400 millions d'abonnés. Les États-Unis font 500 millions. L'Afrique faisait déjà 700 millions. Alors, pour nous autres qui sommes dans le domaine, les revenus aujourd'hui, ce n'est pas les abonnés de T-Mobile ou bien Vodafone, non, c'est les abonnés de MTN Côte d'Ivoire, MTN Sud-Afrique, MTN Orange et autres. C'est là-bas, les compagnies européennes occidentales font les revenus aujourd'hui. Parce que ici, aujourd'hui, vous envoyez le message gratuitement. Donc, l'opérateur ne se fait plus d'argent. Par contre, en Afrique, on vous facture les messages. C'est là où on fait les revenus. Alors, où on fait les revenus? Nous qui sommes à la base des revenus de ces multinationales, mais pourquoi ne sommes-nous pas à la pointe de la technologie? Nous sommes consommateurs. Pourquoi ne sommes pas nous à la pointe de la technologie? Et c'est eux qui nous envoient les éléments, c'est eux qui déploient les réseaux, et nous on consomme seulement. C'est ce que Grégory a bien précisé. Quand le blanc il pense au noir, c'est celui qui ne réfléchit pas. Mais ça se voit partout. Et ça aussi, c'est aussi un élément de la communication. Quand vous voyez la Côte d'Ivoire, qui est un pays d'à peine 20 millions d'habitants, qui a 15 millions, plus de 15 millions, pratiquement 16 millions d'abonnés. Ça, c'est les données de 2011 de l'ADCI, j'ai pris 2011. Ça veut dire maintenant, ça dépasse. Pourquoi ne pouvons pas nous avoir la technologie, nous-mêmes la développer, la déployer, et puis on serait en sécurité. Donc ça, c'est juste pour dire où on a failli. Parce que la communication, quand ça a commencé en Côte d'Ivoire, on a brouillé les fréquences de notre télévision, de nos chaînes de télévision. Les gens ne pouvaient plus voir ça en France. Si tu peux remonter l'image... Vous voyez, c'est la représentation. Le cercle au milieu, c'est ce qu'on appelle Internet Protocol Exchange. C'est sur ça, tous ceux qui communiquent sont connectés. C'est un réseau de Cable and Wireless que Vodafone a racheté. Il faut, voilà, repas sur ça. Alors, quand vous voyez, je vais m'approcher pour expliquer. Alors, pardonnez. Alors, quand vous voyez quelqu'un qui a une télévision et qui veut communiquer avec le monde entier, il est obligé de passer par une image satellitaire qui, elle, communique donc au réseau IPX qui, lui, se laisse connecter. Vous voyez Facebook, YouTube, Hulu, Skype, tous ces Cisco et autres, ils sont connectés à ce réseau. Alors quand vous regardez la télévision, la RTI sur Internet, c'est parce que cette communication est bien. Mais ici, nous ne sommes que des abonnés. Les pays africains, à part la révolution de la Libye en 2008, pour lancer un satellite africain, à part ça, on n'a pas de satellite. Et donc, on sous-loue des satellites à la France pour passer nos images. Et on est en guerre contre la France. Et bon, vous avez compris. Donc c'est ça. Et donc c'est ça. On a les moyens parce que, d'après le graphe que je vous ai mis, on a plus d'abonnés, donc on consomme plus. Donc, nous avons le financement. Mais
c'est simple. Quand tu ne peux pas faire, il faut appeler l'autre, viens faire pour moi, et puis tu m'apprends comment on fait. Je vous donne un exemple pratique. Quand j'étais encore ingénieur en déploiement réseau, je suis allé au Maroc déployer ce qu'on appelle la signalisation SS7 sur leur réseau. Ils s'asseyent là, les Marocains. C'est dans le contrat. Ils s'asseyent là. Quand tu mets une commande, ils te demandent de lui expliquer. Et ça fait que ça prend le temps, mais lui, il s'informe. Dès qu'on a fini, ils ont résilié le contrat. Voilà. Dès qu'on a fini de déployer le réseau, ils ont résilié parce qu'ils avaient l'expertise. Donc, on peut faire ça. Le Japon a fait ça. Nagasaki, Hiroshima ont été détruits après la Deuxième Guerre mondiale. Mais comment aujourd'hui, ils sont premiers en technologie? Parce que d'abord, leur première approche, c'était de demander aux experts américains de venir les enseigner. Ils les payaient, ils les enseignaient. Et après, ils les ont remplacés. On peut le faire. Mais pourquoi nous sommes en retard? Je crois que la question, le forum va répondre à cette question. Alors, pour revenir sur le forum va revenir dessus. Alors, si tu peux remonter l'image un peu avant, je vais revenir un peu, et là, c'est là que je vais terminer sur l'anecdote de l'ami en cachette qui utilisait son téléphone. Non, c'est que tu viens de dépasser. Et il dit, je lui dis, arrête de m'appeler, comme on te cherche. Voilà. Il dit, non, quand je finis d'appeler, je jette la puce. Alors, donc vous voyez la puce qui va dans le téléphone. Et vous voyez des trucs bizarres quand vous êtes dans la ville, sur les hauts sommets, souvent les grands buildings, il y a des antennes un peu bizarres. Voilà, c'est ça. Ce sont des transceivers qui prennent donc des signaux permanemment avec votre portable. Permanemment. C'est ça qui fait quand Pépin il veut jouer la matinée, il dit je n'ai pas réseau. Il dit il y a réseau. Alors, ouais, non, c'est un exemple que nous maîtrisons. Alors, donc vous avez le contact permanemment, partout où vous bougez, il y a au moins ça s'appelle les BTS, donc Base Transmitter Station. Donc ça capte des signaux de votre portable. Alors, l'analogie avec ça, c'est que la carte SIM que vous mettez dans votre portable, elle a deux numéros. Il y a dans votre numéro, quand vous dites 079, blablabla, les 4 premiers chiffres sont des numéros d'opérateurs. Donc, par les 4 premiers chiffres, si vous donnez à un connaisseur, il va vous dire vous êtes un client de Vodafone ou un client de T-Mobile et tant. Et les 6 derniers chiffres, ce sont donc vos numéros personnels. Mais dans la puce, il y a un émetteur et un récepteur qui, lui, reste dans la mémoire du portable et qui émet sur le BTS. Alors, donc si vous utilisez une puce et puis vous dites j'ai fini de téléphoner, je jette, mais le portable vous ne l'avez pas jeté. Donc le portable, lui, il émet toujours sur le BTS qui, lui, envoie les données à la base des données de l'opérateur. Et donc, à un moment X, si l'État veut vraiment vous suivre, ils peuvent demander à l'opérateur de questionner cette base de données pour savoir, lui qui a appelé avec la SIM qu'il a jetée, où il a appelé. Parce qu'il a toujours le portable. Tu as jeté la SIM, mais tu as le portable. Or, le portable, comme tu l'as, lui, il les met toujours avec le transceiver qui est là. Et donc, tu as changé des puces, mais c'est resté. Et donc, tu finis, tu as jeté la puce à Pékin et tu te retrouves à Lyon. Alléluia. Voilà. Oh, tu as le portable sur toi à Lyon. Pourquoi Lyon? Non, suivez mon regard. Je crois qu'on n'est pas libre. Alors, donc tu vas à Lyon et on t'arrête là-bas. On dit, à Pékin, tu as dit ça dans ton téléphone.
Tu dis, mais non, moi je suis à Lyon. On dit, non, le téléphone que tu as là, dit que après quand... Et donc, on vous suit avec le téléphone mobile, on vous suit partout. Si vous voyez ceux qui communiquent sur Facebook, dès que tu envoies un message, ils te donnent le repère le plus proche, mais c'est satellitaire. Ils te donnent le repère le plus proche. Donc, les histoires de... j'ai étudié sur... tu appelles ta camarade, tu l'insultes à cause des garçons dans le lieu. Et puis tu gênes la cime après. Bon, on peut retrouver. Bon, alors, donc, c'est ça, la technologie de l'information. On ne peut pas... Quand l'image qui est passée un peu plus loin, où vous avez vu sur le circuit de Cable and Wireless, le circuit IPS, vous voyez des grands providers comme Google, comme Skype, qui sont connectés. Alors, donc, tout ce que vous communiquez sur Google, c'est répertorié dans leur serveur. Et leur serveur se trouve aux États-Unis. Donc, ils peuvent toujours, le gouvernement américain peut à n'importe quel moment demander et retrouver qui a communiqué à Ouagadougou ou pas. Alors, le comble, c'est que j'ai fait des recherches pendant qu'on se battait avec la France. On avait un site de la présidence, on avait un site internet de la primature. Et ces sites-là, leurs serveurs sont hébergés en France. C'est dit, tu vas sur le site, toi tu veux envoyer une information, dire à tel, ça peut être codé, et envoyer une information, mais c'est hébergé en France. Et la France peut interroger le serveur à tout moment, ou même ils peuvent interrompre. Ça, à tout moment. Mais pourtant, ce serveur, non seulement il ne coûte rien, mais la technologie n'est pas miracle, on peut l'avoir nous-mêmes et quadriller. Alors, ce n'est pas un secret de défense, Grégory, si je le dis. En France, parce qu'on a fait le déploiement réseau en France, tous les opérateurs de téléphonie mobile, ils sont obligés de donner la copie de leur réseau au ministère de la Défense française. Et ça est à la Défense. Donc, c'est pour cela, en France, une puce, comment vous dites ça, les débarras, voilà, les pay-as-you-go là, voilà, les puces pay-as-you-go, en France, pour avoir pay-as-you-go, on te demande une pièce d'identité. Parce que tout ce que vous faites, c'est répertorié, parce que le ministère de la Défense, ils n'ont pas besoin d'interroger Bouygues pour leur apporter les données. Quand Bouygues configure un client, automatiquement, il est au ministère de la Défense. Donc, on suit partout. Alors ça, on peut le faire. Alors, chers frères et sœurs, je pense que, bon, mes 20 minutes sont épuisées. Et donc, c'était la partie interactive de mon intervention. Mais bon, je dis bon vent au forum. Et nous allons continuer à communiquer. Et je vous remercie. Voilà, merci bien Anatole Ibo qui va regagner sa place que je vous demande franchement d'applaudir parce que il nous a fait une très belle démonstration de la technologie de l'information. Désormais, vous qui enlevez vos puces, vous jetez, vous déclarez le portable perdu, vous êtes avertis.